Bien, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, amma ba'd. Donc, juste avant de commencer, je donne rapidement les règles. Donc, la conférence va durer environ 40 minutes et elle sera suivie d'un débat. Donc, j'invite tous les collègues, tous les participants à désactiver le microphone. Euh, Ils peuvent, au cours de la conférence, envoyer des questions sur la messagerie, des questions écrites. Et on prendra aussi des questions orales pendant le débat. Bien, donc je commence par remercier aussi Dr Selim Abouchmilla qui a beaucoup œuvré pour l'organisation de cette conférence. Et je remercie bien sûr professeur Tarek Wahdi, donc professeur à l'Université de Le Havre Normandie, pour avoir accepté notre invitation pour présenter aujourd'hui une conférence qui s'intitule Éco-géomatériaux à base de terre crue, fissuration par dessiccation et remède. Alors, je vais essayer de présenter le conférencier de façon succincte. Donc, notre ami Tarek Wahbi est docteur en matériaux composites de l'Université du Havre en 2008. Il est professeur des universités en génie civil, donc à l'Université Le Havre Normandie, chercheur permanent au laboratoire en des milieux complexes, LOMC, donc UMR 3294, donc rattaché au CNRS. Il est responsable du Master 2 Diagnostic et réhabilitation des architectures du quotidien. Il est aussi coordinateur de la discipline mécanique génie civil à l'UFR Sciences et Techniques de l'Université du Havre. Il a encadré plus de 10 thèses de doctorat et il est porteur aussi de plusieurs projets européens et internationaux. Ces thématiques de recherche donc, sont centrées sur les géomatériaux en terre crue, les milieux granulaires, approche numérique par la méthode des éléments discrets, modélisation du transport des particules dans les milieux poreux. Alors, c'est une présentation bien sûr très brève et sans plus tarder, donc je donne la parole à notre conférencier, donc Ilek Karima, professeur Tarek Wahbi. Merci. Merci, professeur Nabil. Et c'est un grand plaisir pour moi pour cette opportunité de présenter pour le réseau INSAT. Et donc, le sujet, comme je vais le rappeler, c'est sur les éco-géomatériaux à base de terre crue, fissuration par dessiccation et quelques solutions pour ces pathologies. Donc, donc, sans tarder, je vais passer au contexte général. Donc, le contexte général, ça part du principe où il y a une pénurie des énergies fossiles qui engendre également, on a aussi une autre problématique qui est le réchauffement climatique et également, ajouter à tout cela la raréfaction des ressources naturelles et qui vont poser des problèmes dans les années à venir à l'utilisation des matériaux conventionnels. Donc, dans ce contexte, si on regarde le matériau le plus utilisé actuellement dans la construction, qui est le béton armé, qui offre de très très bonnes résistances, jusqu'à 40 mégapascales, mais qui a une énergie grise assez importante, donc environ 1850 kilowattheures par mètre cube. Avec ce matériau, ou grâce à ce matériau, on a pu construire des structures telles que les grands ouvrages comme les ponts, le pont de Normandie ici, non loin du Havre, là où je me trouve, et des bâtiments aussi euh, avec donc qui permettent, cette résistance permet d'aller à des hauteurs très très importantes. Sa composition en général, c'est du ciment et qui nécessite donc une cuisson à 1400 degrés et donc une dépense en énergie grise.
et également les agrégats qui sont le sable et le gravier, donc des matériaux nobles, mais dont la ressource est de plus en plus rare. Donc, il y a quelques alternatives dans ce contexte. Si on veut construire un peu d'une manière différente, on a quelques alternatives. On a le bois, le bambou, le chanvre, le lin, les laines animales, la paille. Donc, chacune est spécifique à un mode de vie différent ou à une architecture spécifique. Et parmi ces alternatives, on retrouve également la terre crue. Donc, la terre, c'est un matériau universel et intemporel. Si on prend par exemple l'exemple type de la brique type BTC, son énergie grise, elle est aux alentours de 120 kWh par mètre cube. En comparaison avec le béton, c'est 15 fois moins qu'un béton armé. Bien sûr, ce matériau-là, il faut imaginer à le combiner avec des fibres végétales ou animales qui vont permettre le renforcement. Et également pour se passer des liants minéraux, il faut imaginer l'associer également à des liants plutôt naturels et qui permettent de remplacer ce liant minéraux qui est le ciment. Hop, je suis passé trop vite, je vais revenir. Voilà. Donc, sur l'expérience Avres dans la région ici, qui a été initiée par professeur Saïd Taïbi, notamment, on a une expérience sur du béton de terre coulé, c'est matière. Ce béton est constitué donc de limon de Gonfreville-Lorcher, qui est une commune non loin du Havre, et on y rajoutait du ciment, de la chaux et de la fibre de lin. Donc, si on note très bien que c'est plutôt une terre qui va être stabilisée et elle est coulée, mais stabilisée avec du ciment et de la chaux. Ce béton coulé a permis donc de mettre des ouvrages qui sont actuellement donc dans la région havraise, généralement des R plus 1 ou R plus 2, pas plus. Et dans cette expérience, tout ce matériau-là a subi une campagne d'essai qui permet de le qualifier et en tout cas ce qu'on appelle les ATEX, les différentes ATEX qui sont des appréciations techniques d'expérimentation qui permettent de construire avec ce matériau. Donc ça passe par une qualification en termes de comportement mécanique et également en termes de durabilité, de différentes choses. Et ça passe par le CSTB qui permet de donner ces qualifications. Donc, il y a eu plusieurs thèses. La première étant celle de Ibouche en 2013 et plusieurs se sont suivis par la suite, toujours sur ce matériau. Il y a eu également un travail sur ce qu'on appelle les plans d'expérience pour mélange qui permettent d'optimiser la formulation et trouver une formulation qui permet de répondre à une résistance cible, à une ductilité maximale avec une quantité minimale de l'ion. Et dans ce cadre, ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on remarque sur ce type de matériau, c'est qu'il y a un retrait conséquent dû à l'évaporation de l'eau. Et ce retrait va engendrer des fissurations par dessiccation du matériau à base de terre. Donc, ce qu'on essaie de s'intéresser, donc ce que je vais vous parler essentiellement dans ce séminaire, c'est comment on peut caractériser les mécanismes d'initiation et de propagation de ces fissures et aussi proposer des remèdes pour cette fissuration. Sachant que la tendance aussi actuelle, c'est les écomatériaux sans liant hydraulique
et donc qui vont favoriser encore plus l'apparition de cette fissure par les cycles dessiccation, humidification. Je vais passer d'abord à l'étude du champ de déformation donc en retrait libre. Donc, c'est un travail expérimental qui a été initié dans le cadre de la thèse de Johanna Eid et poursuivi dans la thèse de Ahmed El Hajja. Donc, ça consiste à un dispositif qui permet à l'aide de caméras en 2D ou en 3D de suivre un peu l'évolution du champ de déformation en plaçant donc une pâte d'argile ou de l'argile, en tout cas à 1 degré de saturation. On va rajouter un mouchetis qui permet à la corrélation d'image de suivre un peu les déplacements. Et à partir de là, on en déduit les déformations ou qui sont engendrées. Donc, la méthodologie ou le principe de cette technique, c'est qu'à partir d'une image, première image, on a une deuxième image après la déformation et on essaie de trouver la fonction de déformation qui permet de passer de cette image-là à cette image-là. Et cela est vrai pour chaque pixel. Donc, l'image au départ, elle est découpée en plusieurs pixels. Et sur chaque pixel, on a ces déplacements qui permettent d'en déduire les déformations. Un premier résultat ici, sans parler de la partie déformation, mais surtout sur le suivi de cinétique de séchage. Une des choses sur laquelle on s'est intéressé notamment, c'est l'effet de l'épaisseur de l'échantillon sur la cinétique de séchage. Donc, on voit ici, par exemple, l'évolution de la teneur en eau en fonction du temps de séchage avec des épaisseurs différentes. On voit qu'on a un comportement quasiment identique avec les mêmes épaisseurs, avec différents échantillons. Et quand on change l'épaisseur, le comportement de séchage est différent, ou la cinétique de séchage est différente. Ici, c'était pour la kaolinite, ici pour la momorionite, et on observe également qu'il y a une différence aussi entre la nature de la kaolinite et de la momorionite qui. Euh, je vais juste couper le son. Voilà. Parfait. Donc, ça permet de voir un peu la différence également entre kaolinite et momorionite sur l'effet ou la cinétique du séchage et l'effet de l'épaisseur. Ici, on voit par exemple comment l'état du matériau à la fin, à l'état final, entre une base rugueuse à 8 mm et à 32 mm et la base mi-rigueuse, donc à 8 mm et 32, est toujours lisse à 8 mm également. Et pour la momorionite, avec différentes épaisseurs, où on voit que même avec des épaisseurs importantes, on a, on a de la fissuration. Tandis que pour la kaolinite, on avait observé de la fissuration uniquement sur une base rigueuse avec des épaisseurs de 8 mm. Voilà. Passons maintenant à l'analyse du champ de déformation. Donc, cette analyse, elle consiste, comme je l'ai dit, à partir de la corrélation d'images, de suivre un peu les déformations. Ça peut être, comme ce cas-là, les déformations principales majeures et qui permettent de déduire que ici, par exemple, on a une fissuration par mode 1, par mode de traction. Donc, on voit ici l'écart qu'il y a entre la déformation ici à la partie où la fissure elle s'est générée et la déformation sur les champs limitrophes ou les zones limitrophes de la zone de la fissuration. Cette différence de déformation engendre à un moment donné la fissuration du matériau. Cette analyse, elle est intéressante parce que ça nous permet de suivre un peu ce champ de déformation
avant même que la fissure commence. Donc, juste dans la zone où le moment de pré-fissuration, on arrive à faire cette analyse de déformation et de savoir à quel moment cette fissure va avoir lieu. Un autre cas ici, toujours dans les déformations, mais ici on suit les déformations de cisaillement. Et on voit ici par exemple que cette fissure, ben, la fissuration a lieu par cisaillement, donc par mode 2, où on voit ici que voilà, on a deux zones qui tirent avec deux autres zones ici qui sont à faible déformation et deux zones à forte déformation qui engendrent ce cisaillement. On peut voir ici également sur les flèches la direction des déformations et qui engendre à un moment donné la fissuration par cisaillement ici. Je vais passer maintenant donc à l'étude, on va dire, du champ de contrainte par retrait empêché. Donc, cette étude, au départ, a été faite, on va dire, dans le cadre de la thèse donc, de Ahmed El Hajjal également, à l'aide du ring test, donc qui est un dispositif ASTM plutôt adapté au béton, mais où on a essayé de le faire sur de la terre crue. Et il y a eu notamment Selima aussi qui nous avait accompagnés sur ces essais-là à un moment lors de son séjour au Havre. Donc, cette étude du champ de contrainte, ben, elle peut nous aider à remonter. En fait, ce dispositif permet de remonter à la contrainte qui va être génératrice de la fissuration. Cela est possible par étude MMC, où on peut remonter à la contrainte radiale et la contrainte tangentielle à partir juste de caractéristiques des deux anneaux. Donc, il y a la pression intérieure, il y a le rayon extérieur de l'anneau, le rayon intérieur, le rayon solide. Et à partir de là, on arrive à remonter à la contrainte radiale et à la contrainte tangentielle. Et bien sûr, ça permet par la suite de quantifier la contrainte tangentielle maximale qui génère la fissuration. Donc ici, par exemple, on a un cas simple là, sur ce cas ASTM où on a notre anneau d'argile. Ben, on peut suivre donc sa contrainte circonférentielle et on voit que quand le matériau va commencer à rétrécir, cette contrainte va augmenter jusqu'à un moment où la fissuration se déclenche et on a une chute de cette contrainte. Et on observe ici, par exemple, le matériau, mais ça permet de quantifier, en tout cas, la contrainte maximale à partir de laquelle le matériau fissure. Donc, toujours dans le cadre, donc dans la thèse d'Ahmed El Hajjar, l'idée était venue comme ce dispositif, il est très imposant, nécessite d'utiliser beaucoup de matériaux, n'est pas très précis à notre goût par rapport, n'est pas très adapté à l'argile. Donc, l'idée, c'était d'aller développer un dispositif original qui soit adapté aux argiles et où on pourrait également le combiner avec le dispositif de corrélation d'image. Donc, ce dispositif, il est comme suit. Donc, il est sous forme on place un anneau avec des contraintes des capteurs de déformation ici et on le place dans une chambre où on peut faire un suivi par caméra 2D ou 3D pour avoir la corrélation d'image. Et l'idée, c'est une étude simultanée du champ de déformation, du champ de contrainte et également de l'évolution de la succion par deux moyens, parce que une première, c'est par l'évolution de la masse et donc de la cinétique de séchage, et une deuxième par le placement ici de capteurs de succion qui permettent de remonter à cette succion-là.
et dans le but de trouver les mécanismes qui initient la propagation des fissures et identifier les efforts internes à l'origine de ces fissures et pourquoi pas trouver les relations entre la succion et la contrainte totale. Donc ça, c'était les objectifs à mettre en place. Donc si on regarde une vue de près de comment ce dispositif, donc c'est des jauges vraiment très petites qui permettent de remonter parce que c'est un anneau qui fait 60 millimètres de diamètre. Et on voit bien que c'est voilà, c'est des jauges microscopiques qui permettent de remonter aux contraintes qui vont être générées. Et il y a tout un montage qui permet de relier ces jauges pour remonter aux déformations. Et bien sûr, également, on a ce qu'on appelle les tensiomètres placés en dessous. Ici, on en a placé trois qui permettent de remonter à la succion, voilà, localement. Euh, Je montre ici directement une analyse, par exemple, de ce qu'on peut remonter en termes de déformation dans le plan 2D. Donc, on observe ici la déformation, comment elle évolue au cours du séchage. Et à un moment donné, on va voir que la fissure va s'initier à partir de l'anneau et partir jusqu'à l'extérieur, jusqu'à l'ouverture. Ici, on peut le voir d'une manière plus zoomée, où on voit comment la fissure évolue et comment la corrélation d'image permet de suivre cette évolution. Le niveau de couleur, il correspond à la déformation principale Y1 et on arrive à suivre donc cette déformation. Donc, si on regarde en fait cette déformation de plus près ou d'un point de vue analytique et en faisant la corrélation avec notre courbe de cinétique de séchage, bah, on voit que là, la cinétique ou la fissuration a lieu alors que le matériau n'est pas encore est encore saturé. Donc, elle a lieu à une succion d'à peu près 1400 kPa avec une teneur en eau de 26%. Et le point de désaturation du matériau, il est plutôt par là. Ici, c'est le début et on voit en fait, là, c'était à 74 heures et on voit que la fissure, elle s'initie ici à 92 heures et à 94 heures, on arrive déjà à atteindre le bord de l'échantillon. Euh, Ce dispositif, comme on a vu là, il ne permet pas uniquement de suivre la déformation, mais également en même temps l'évolution des contraintes. Donc ici, on a représenté les contraintes à partir des quatre jauges. Il y a les différentes couleurs. Et on voit, on peut remonter également à la contrainte maximale qui a été atteinte au moment de l'apparition du fissure. Et ce qu'on observe également, comme dans le dispositif ASTM, c'est que dès que la fissure apparaît, on a une chute dans cette contrainte totale. On observe également que cette fissuration a lieu quand la teneur en eau elle augmente, en tout cas l'évolution de la succion elle augmente ici, et donc ça correspond vraiment au moment où la succion augmente énormément. Donc il y a une corrélation entre cette fissuration et la succion. Maintenant, je vais parler un peu des solutions, notamment qui ont été proposées dans le cadre de la thèse de Ahmed El-Hajjad, qui correspondent à l'ajout de fibres qui permettent de diminuer, on va dire, en tout cas, on espérait limiter cette fissuration. Donc, dans ce cas-là, on s'est intéressé à plusieurs, c'était toujours des fibres de lin, mais on les a disposées de manière différente, une fois juste sur la moitié de l'échantillon, une fois sur toute la totalité de l'échantillon, et après on a rajouté des dispositions différentes de manière radiale et circonférentielle, et également en rajoutant des nœuds ou un double diamètre. L'idée, c'est de suivre également, pour pouvoir analyser un peu l'effet de cet amendement en fibre,
c'est de suivre deux paramètres ici qui sont le paramètre de densité de retrait global ou ce qu'on appelle le GSR, Global Shrinkage Ratio, ou la densité de fissuration qu'on appelle le crack ratio. Donc, un, il permet de voir comment le retrait se fait et l'autre, comment les fissures se propagent. Et donc, dans ce cadre-là, par exemple, on a pu observer que si on regarde d'un point de vue global, le Global Shrinkage Ratio ne change quasiment pas avec l'amendement en fibre. Donc, ça n'a pas beaucoup d'influence sur ce paramètre-là. Mais par rapport au crack ratio qui caractérise vraiment la propagation ou la densité de fissure, ben là, on a une diminution en fonction du pourcentage de fibres qui a été rajouté. Un autre paramètre qui a été étudié, c'est le crack intensity qui correspond en fait aux pics de déformation qui sont observés avec le DIC. Donc, ce crack intensity, également, on peut observer que plus on rajoute des fibres, plus cette intensité de déformation, en tout cas, elle est moins importante. Et donc, on peut en conclure que les fibres, même s'ils ne réduisent pas le retrait, l'ajout de fibres, mais au moins, ils diminuent le nombre de fissures et leur intensité. Dans un autre cadre, dans la suite un peu de ces travaux-là, un autre remède proposé, c'est le biotraitement de la fissuration par MICP. Donc, c'est quoi la MICP? La biocalcification par MICP, c'est un procédé de cimentation qui va reposer sur l'activité bactérienne, donc d'une bactérie ici, c'est la Sporosarcina pastori, dans un milieu uré. Donc, cette bactérie, elle fonctionne comment? Il y a une phase d'hydrolyse qui permet d'avoir le CO3 de moins et une phase de précipitation où on va profiter de la présence de Ca2+, pour précipiter de la calcite. Donc ça se fait dans le cadre de la thèse de Olivier Maston. Notamment, il y a eu aussi un projet Biofis RIN émergent qui a été lancé en collaboration avec Soletan Shbashi. Je vais remercier Olivier encore pour cette belle figure qui permet un peu de simplifier de comment ces bactéries peuvent agir sur nos matériaux, on va dire, à base de terre. Donc, on va imaginer qu'on a de l'urée, qu'on a les bactéries, qu'on rajoute du calcium et ce mélange-là, bah, les bactéries se chargent à fabriquer de la calcite. Et cette calcite bah, viendrait refermer ces fissures-là ou les limiter. Si on s'intéresse en fait à ce biotraitement ou la MICP, elle a été beaucoup étudiée sur les milieux plutôt granulaires, donc à base de sable, de gravier, et a montré beaucoup d'efficacité dans ces milieux-là. Mais sur les milieux plutôt, on va dire, à base d'argile, il y a peu d'études voire très peu. Il y a eu que récemment quelques articles qui sont sortis dans ce domaine. Et donc, l'idée, c'est de voir comment on peut étendre cet MICP au sol plutôt argileux. Et ça fait l'objet donc de la thèse de Olivier Maston. Euh, donc, sur une des premières façons de faire, c'est ce qu'on va appeler le soil mixing. C'est-à-dire, on va essayer de faire une solution calcifiante, un mélange au départ, une solution bactérienne. On a la kaolinite qui est tamisée, voilà, préparée. Et on va essayer de faire un mélange entre tous ces ingrédients-là. Et on va les mettre ou bien à une teneur en eau qui permet de les mettre dans un état liquide, dans des tubes comme ça, ou bien si c'est des teneurs en eau très faibles sous forme d'un état solide de cette forme-là. Et donc, en réalité, tout le mélange se fait dès le départ et on va voir est-ce que le fait de rajouter ces bactéries et ce traitement par MICP va permettre
en tout cas d'augmenter ou d'améliorer les propriétés mécaniques de ces mélanges. Donc, l'une des premières études qui a été faite, c'est un essai au 600 mètres. Donc ça concerne un peu les grands neuronaux, donc les neuronaux un peu importants. Donc cet essai au 600 mètres de laboratoire, il consiste à mettre un échantillon ici et à essayer de trouver la cohésion non drainée SCU à travers, donc il y a un principe simple. Et ce qu'on peut en tirer en tout cas comme conclusion, c'est que on voit très bien que l'ajout de ce traitement MICP à notre argile, ici de la kaolinite P300, permet d'améliorer considérablement la cohésion non drainée de ces matériaux-là. On a fait également donc des tests avec des molarités différentes. Les molarités correspondent aux molarités de la solution calcifiante. Donc, on voit qu'à 1,4 mol, on a la meilleure amélioration de la cohésion non drainée. Et après, même avec de faibles quantités, on améliore malgré tout la cohésion par rapport au non traité. Ceci également a été appliqué à d'autres types de sols. Ici, un mélange de kaolinite et de momorionite, donc 65% de kaolinite et 35% de momorionite. Et on observe également une amélioration de la cohésion non drainée avec traitement par rapport à celle sans traitement. Ce que j'ai oublié de dire également, c'est que plus la teneur en eau est faible, plus aussi la cohésion non drainée augmente, ce qui est naturel. Et on observe la même chose, que ce soit pour le traité ou non traité. Une autre façon d'aller plus loin de montrer en tout cas l'intérêt ou l'amélioration des propriétés mécaniques de ce traitement par MICP, c'est à des teneurs en eau un peu plus faibles. Donc, on s'est intéressé à faire l'essai de compression simple. Donc, cet essai, il consiste comme les teneurs en eau permettent d'avoir un matériau on va dire solide qui se tient en tout cas et le placer dans une presse et donc de trouver l'évolution de la contrainte en fonction de la déformation. Et cet essai-là donc a permis de voir également que en comparaison entre traités et non traités à différentes neuronaux, on a une amélioration, que ça soit de la contrainte maximale ou du E50. Voilà. Dans cette thèse également, une des choses sur laquelle on s'est intéressé également est la quantification de la précipitation, donc par calcimètre, et une analyse plutôt microstructurale. Donc, ça peut se faire par spectromètre à rayon infrarouge ou par DRX. D'un point de vue précipitation, ben, on peut voir que plus la teneur en eau ici est importante, on voit l'évolution de la masse de CaCO3 précipité. On peut remarquer également dès le départ que en réalité, déjà sans MICP, on a une présence de CaCO3 donc déjà dans notre argile, mais que avec le traitement, on augmente cette présence-là et on peut aller jusqu'à 4% de précipitation par rapport aux 0,5% ici. Si on regarde maintenant d'un point de vue analyse microstructurale sur le DRX, ben, ce qu'on observe, c'est que ça soit sur le traité ou le non traité, on a toujours la présence de calcite. Donc la calcite, comme on l'a observé avec le calcimètre, les mesures en calcimètre, on a pu observer que voilà, il y a de la calcite et cette calcite est observée également sur les pics caractéristiques ici de la calcite
que ce soit sur le matériau non traité ou sur le matériau traité. Euh, Maintenant, si on passe à l'analyse plutôt par ATR FTIR, donc cette analyse permet, on peut voir ici que elle permet de distinguer déjà la présence de kaolinite qui correspond au point noir ici. Donc, on les voit ici dans les différents points et qu'on retrouve aussi sur la partie non, sur la partie traitée et non traitée. On a la présence d'eau parce que voilà, si le matériau n'est pas séché, donc on peut le voir. Mais surtout, on a la présence de CaCO3, donc qui confirme qu'il y a une précipitation de CaCO3 qui a lieu, mais également la présence de résidus de notre solution calcifiante. Dans ce cadre-là, par exemple, ici, c'était de l'acétate de calcium, et où on voit les pics ici qui correspondent à l'acétate de calcium. Mais en tout cas, cette analyse permet de confirmer ce qu'on a mesuré quantitativement par calcimètre de la présence de notre CaCO3. En conclusion, on peut noter que si on regarde d'un point de vue fissuration, qui a un effet significatif des conditions limites de l'épaisseur de l'échantillon et de la minéralogie du matériau sur la fissuration des matériaux. On a pu observer dans cette analyse de fissuration que l'initiation de la fissure peut se produire selon les modes ou bien d'ouverture ou bien de glissement. Donc, ça peut être un mode traction ou un mode cisaillement. On a pu observer également que la première fissure apparaît alors que le matériau est quasi saturé. On observe également une bonne corrélation, en tout cas, entre les techniques DIC et CRT, sachant que voilà, ces deux techniques qui sont totalement différentes, mais on a pu observer une bonne concordance ou corrélation entre la déformation ou la contrainte, la déformation mesurée par DIC et la contrainte mesurée par CRT, et qui permettent au même moment, en tout cas, euh, montrer l'initiation de la fissure. Le renforcement par les fibres de lin, on a pu observer qu'il permettait de ralentir et de limiter la propagation des fissures, mais ne réduisait pas le retrait global. Mais donc, dans ce cadre-là, c'est pas suffisant. Donc, pour le moment, on voit que sur la partie propagation de fissures, ça a un effet notable, notamment sur le crack ratio, mais sur le retrait lui-même, c'est pas très significatif. On a pu, par rapport au traitement par MICP, on a pu montrer qu'on a une amélioration de la résistance de la kaolinite et de son mélange avec la momorionite par le traitement MICP, que ça soit dans le domaine à grands taux neuronaux, donc via les essais au 600 mètres de la laboratoire, ou que ça soit sur la partie plutôt à faible taux neuronaux par l'essai de compression simple. Finalement, on a vu également que sur l'analyse microstructurale au DRX et à l'ATR-FTIR, on a pu souligner que, en tout cas, confirmer la présence de CaCO3 précipité qui confirme un peu les essais de calcimètre, mais également montrer qu'il y a aussi du résidu d'acétate et qui souligne qu'en fait, il y a encore un travail à faire au niveau d'optimisation du procédé pour que toute la réaction chimique ait lieu et qu'il n'y ait pas ce résidu qui reste dans notre terre. En termes de perspective, donc toujours, ça c'est encore le travail de Olivier Mastan qui est en cours sur ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était plutôt la partie amélioration
des propriétés ou ce qu'on appelle le soil mixing. Donc, c'est comment on peut faire un traitement euh, préventif. Une aussi des perspectives donc, de ce travail qui est en cours, c'est la partie un peu traitement curatif. C'est-à-dire, une fois qu'on a les fissures, est-ce que ce traitement par MICP permet la fermeture, la refermeture de ces fissures par précipitation de CaCO3? Et donc ça rentre dans le cadre des derniers travaux que va mener Olivier Maston dans le cadre de sa thèse. Et voilà, donc j'arrive à la fin. Merci de votre attention. Je tiens juste à signaler que ce travail aussi euh, a pu être fait grâce à des collaborations multiples avec des industriels comme Soletanche Bachir à Environnement ou la Fédération des travaux publics et avec des universitaires de l'Université de Lorraine, Centrale Supélec ou de l'ENIS et que on est dans un cadre aussi national qui s'appelle le PNterCRU, qui englobe un peu les différents chercheurs qui travaillent sur les constructions en terre crue non stabilisées. Voilà. Merci de votre attention et je suis à vous pour les questions. Je vais juste ouvrir peut-être vous permettre d'activer les sons. Je crois que c'est bon. Là, je pense que tout le monde a la parole. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Tariq, Mm. pour cette excellente présentation. Bon. Je rappelle que le professeur Tariq Wahbi n'est pas étranger au réseau NSADZ parce que l'Université du Havre est fondatrice de ce réseau depuis sa création en 2009. Et je me rappelle que notre ami Tariq a participé même à la quatrième édition du colloque du Oui. réseau NSADZ qui a eu À lieu Oran. à Oran, voilà, tout à fait, en 2018. Et j'espère que tu seras aussi parmi nous à la sixième édition qui aura Oui. lieu à Chlef, donc au mois de novembre 2024, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, je te remercie d'avoir partagé avec nous des résultats très récents hein, Mm. euh, que vous avez obtenus donc au sein de votre équipe. Des résultats donc sur un sujet tout à fait d'actualité et un sujet complexe tel que la fissuration. Donc, l'utilisation de la terre dans la construction est un sujet d'actualité internationale. Et malheureusement, ce matériau présente cette difficulté majeure qui est la fissuration. Et la fissuration est quand même un problème assez complexe. Et on a vu donc que vous l'abordez au sein de votre équipe avec une méthodologie basée sur l'observation et sur le traitement d'images. Donc, cette méthodologie est aussi très instructive. Je dirais aussi instructive que les résultats eux-mêmes, parce que nous avons beaucoup de jeunes chercheurs aussi qui participent avec nous à ces conférences et auxquels on souhaiterait aussi inculquer ces principes très importants de méthodologie de recherche. Alors, j'ai noté beaucoup de questions, mais je vais pas les poser maintenant pour ne pas monopoliser la parole. Je vais garder sur la main et je vais ouvrir donc le débat. Et donc, je donne la parole à celui qui la demande. Donc, pour les questions, ce serait bien que les questions soient concises et directes. Ah. Et si je ne sais pas répondre, il y a Ahmed à côté qui peut répondre. Eh bien, donc on Euh, souhaite la bienvenue à Ahmed, Ahmed et Salut à tous. puis Olivier Maston qui est aussi là, qui peut ouais, aussi voilà. vous Tu vois, répondre. je suis bien accompagné. Je risque pas de. Ok. Donc, on retrouve des membres de l'équipe, euh, Exactement. donc du LONC. Donc, vous êtes tous les bienvenus.
Alors, par contre, on ne voit pas Tarek. Oui, Est-ce ça y que est. si tu peux réduire la diapo, peut-être, on Ah, pourra te voir. Donc, tu peux répondre à la question. euh, comme ça? Voilà. Tu sors du mode diaporama. Après, je ne sais pas si ta cam est activée. Oui, parce que vous me voyez pas du tout. Moi, Si, je te si, on vois me voit. Euh, pas. Moi, c'est je te peut-être vois. c'est le mode d'affichage. Ah, le mode, oui, c'est tout à fait. Oui. Ça doit être le mode Je- d'affichage. Je vais corriger le mode d'affichage pour moi. Donc, ça dépend de chaque ordinateur. Hmm. Donc, le débat est ouvert. Je vais ouvrir le débat s'il n'y a pas de questions dans l'assistance. Donc, c'est toujours difficile de poser la première question. Euh, En fait, moi, je voulais poser la question sur le coût des solutions parce que bon, vous avez présenté essentiellement deux types de solutions. La première avec les fibres de lin en particulier, et la deuxième solution basée sur les solutions calcifiantes. Hmm. Comme la construction en terre, donc c'est un procédé bon, d'abord écologique, tu l'as très bien Hmm. dit, mais aussi économique parce que quand même la Exactement. terre, c'est un produit Hmm. abondant. Maintenant, quelle est l'influence de cette solution sur le coût Hmm. d'une construction en terre avec ce type de renforcement? Non, mais c'est une très bonne question et c'est peut-être aussi le point faible, on va dire, de ce procédé qui, même si peut-être va amener de très bons résultats, le mettre en œuvre à grande échelle, avec une échelle économique intéressante, n'est pas encore mis au point. Ce que je peux dire uniquement, c'est qu'il y a, pour l'instant, nous, on utilise une solution industrielle qui coûte cher. Mais sur la partie MICP ou biocalcification, en tout cas, il y a beaucoup de solutions à moindre coût, ou même les solutions calcifiantes sont, ou l'urée, par exemple, elle est remplacée par d'autres, on va dire, ressources naturelles qui sont disponibles abondamment. Et mais les bactéries, pareil, leur cultivation peut ne rien coûter en général. Donc, l'idée là, c'est de partir sur une démarche un peu maîtrisée, en tout cas des pourcentages de précipitation du mode. Mais je sais que sur les derniers articles là, qui concernent la MICP, il y a pas mal d'études sur des solutions à très moindre coût qui ne coûtent rien parce que en utilisant l'urine par exemple ou en utilisant voilà ça n'a quasiment pas de coût et qui permettent quand même de faire de la précipitation de calcite mais peut-être pas au même niveau que de manière industrielle. Donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que ça, je pense pas que ça peut être uniquement ça le frein. Si ça marche bien, on peut trouver des solutions alternatives qui seront pas aussi performantes, mais qui coûteront moins cher, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, bien sûr, dans la recherche, souvent, donc, notamment dans des sujets compliqués et nouveaux comme celui-là, au Hmm, départ, bon, on se focalise pas sur le coût parce qu'il faut trouver d'abord la solution exactement. et après on travaillera donc sur la meilleure Réduction. façon de minimiser les coûts de la solution. Donc, merci. D'autres questions? Salima, tu connais bien le sujet, donc tu peux Ah commencer. ouais. En Tu fait, peux là, parce que poser c'est des la première fois questions. que, ouais, ouais, c'est la première fois qu'on utilise Zoom. Là, j'étais en train de chercher, elle est où la main pour faire soulever de la main. Ah, ouais, non, mais je pense qu'on est en comité, pas, donc tu peux prendre la Amical. directement. Voilà, exactement. T'as pas D'accord. Vas-y, besoin de demander l'autorisation. très Non, bien. non, non, en fait, ça sera aussi une indication pour les autres participants, donc s'ils veulent aussi Exactement. poser des questions. Malgré qu'on a noté ça sur la plaquette, hein, mais Ouais. désolée, pas tel plus.
En fait, ma première question, c'est par rapport à la mesure de la scission. Donc là, je vois que vous avez utilisé le tensiomètre. Ouais. Voilà, le tensiomètre, généralement, c'est pour des mesures de faible scission entre 0 et 100 kilopascal. Je voudrais juste savoir quel est l'ordre de grandeur de la scission qui déclenche la fissure par Ouais. rapport à vos Euh, essais. Et si le tensiomètre il est bien adapté à cet essai ou pas. Donc, voilà. c'est en fait la scission trouvée, elle est dans l'intervalle de mesure de tensiomètre. C'est une très très bonne question et tu as tout à fait raison. En fait, je vais retrouver juste la courbe ici, plutôt là. Je l'ai pas mise, mais je peux reprendre à partir de plutôt ici. Je pense que Cette courbe-là. Sur cette courbe-là, par exemple, en fait, la succion ici qu'on montre ici, en fait, c'est celle qui est obtenue par mesure de la masse. Donc, et à travers la courbe SWRC. Mais celle qui est mesurée sur les tensiomètres, en fait, elle est très faible. Donc, on a une limite où les tensiomètres, comme tu as dit, ne peuvent pas aller au-delà. Et donc, on n'arrive pas à aller jusqu'à la partie proche de la fissuration. Et ça reste une limite. Donc, c'est pour ça que pour le moment, en réalité, la succion est suivie d'une manière plutôt moyennée à travers le suivi de l'évolution de la masse de l'échantillon. Il y a des travaux, on espère. Je sais que Ahmed on a beaucoup travaillé sur le développement donc de ces micro ou mini sisomètres, mini plutôt tensiomètres de laboratoire. Mais c'est leur limite, c'est que ça reste dans des zones où on n'a pas encore la fissuration. En fait, c'est dans l'initiation ou les premières, euh, les premiers instants, en tout cas, de la cinétique de séchage, et que ça ne va pas jusqu'à la partie fissuration. Voilà. D'accord. Merci. Sinon, pour ma deuxième question, c'est par rapport à l'utilisation des fibres, je pense des fibres de lin, c'est ça? Oui. Oui, pour le renforcement du sol. Là, je vois que vous avez utilisé plusieurs dispositions. Déjà, quelle est la bonne disposition donc, qui nous donne des moins de fissures? Et aussi, comment vous allez, par exemple, mettre ça en réalité lors de la mise en œuvre sur chantier, parce que c'est difficile d'orienter ces fibres lors de la réalisation du matériau. C'est une très bonne question également. En fait, ici, on avait pu observer, l'idée, c'est que en réalité, ici, même si l'orientation est différente, mais ce qu'on peut observer, c'est que même si on avait des orientations ou des formes un peu double ou avec des nœuds, ce qui changeait énormément, c'est surtout le pourcentage de fibres. Donc, l'idée pour nous, c'est surtout le pourcentage de fibres qui joue un rôle dans cette diminution de fissures. Le fait de les avoir placés d'une manière bien équilibrée, c'était fait pour essayer de contrer le maximum en fait l'apparition de fissures, parce que dans le cadre du ring test, en fait, les fissures, ils vont partir toujours dans ce sens-là, c'est-à-dire de l'anneau vers l'extérieur. Et donc, on avait pensé à les mettre d'une manière qu'ils résistent le mieux à cette ouverture de fissure. Si c'était dans le cas, par exemple, de retrait libre, rien n'empêche de également les mettre d'une manière aléatoire, et ce qui serait plus logique par rapport à l'utilisation de fibres dans les matériaux de type construction, où on ne va pas s'amuser à les mettre orientés dans une direction donnée, mais plutôt de mettre un pourcentage de fibres de manière aléatoire répartie dans l'échantillon ou dans la brique. Donc voilà. Merci, merci Tariq. Si vous permettez, une dernière question, s'il n'y a pas de... c'est juste, Ouais. en fait, ma dernière question, c'est juste parce que pour obtenir un matériau qui est 100% écologique, donc là, je vois dans la formulation, il y a toujours soit de la chaux et de l'ion. Vous n'avez pas pensé comme perspective pour ce travail d'utiliser des lions de nature organique, c'est-à-dire du bio-lion, pour pouvoir avoir un matériau qui est à 100% Ouais,
écologique. Et c'est tout le travail qui est mené dans plusieurs tests, Saïd. Je sais que c'est l'un des sujets qui l'intéresse le plus, mais pour le moment, il n'y a pas un bio-liant qui sort qui, que on peut dire en tout cas actuellement qui peut remplacer le ciment. Il y a beaucoup de travaux un peu partout dans le monde actuellement sur les bio-liants. Mais je pense qu'il faut encore quelques années pour espérer voir quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il y a notamment là, par exemple, tout ce qui est plutôt le métakaolin qui, malgré tout, n'est pas, on va dire, un bioliant parce qu'il nécessite quand même une cuisson à 700 degrés, mais que ça diminue en tout cas l'utilisation du ciment qui est plutôt à 1400 degrés. Mais pour l'instant, un truc bio liant naturel et qui fonctionnerait autant que le ciment, euh, et c'est aux chercheurs de le trouver. Et ça ne sera pas pour tout de suite, je pense. Ok, merci. Merci, merci beaucoup. J'ai vu une main qui s'est Oui, levée, effectivement. exactement. Je crois J'aimerais que c'est intervenir, si Samy. vous permettez. تفضل Allez, أستاذ مصطفى تفضل. Je vous remercie. En fait, je remercie bien sûr le conférencier pour sa présentation, pour laquelle j'ai quand même noté un certain nombre d'informations. Je veux dire que j'ai appris certains renseignements que je n'avais pas au préalable. Je vous remercie vraiment. Sinon, j'aurais souhaité, j'aimerais poser une question par rapport au mode de séchage. Comment le séchage, vous le faites par exemple dans le laboratoire, mm, comparativement à ce qui pourrait se faire par exemple dans la nature. oui. Et puis, j'estime en fait que ça doit se répercuter un peu sur la géométrie en fait, de la propagation des fissures. C'est-à-dire, est-ce que les fissures se propagent de la même façon, se répartissent de la même manière selon que l'on fasse, par exemple, un séchage d'une certaine manière ou d'une autre manière. Mais Donc là, voilà. Voilà, je vous vous avez remercie. tout à fait raison. Je ne l'ai pas précisé, mais parce que ça aurait. Mais on a fait des études notamment sur à des humidités, par exemple, contrôlées, où on peut voir, par exemple, l'effet, si c'est plus humide, sur la fissuration et la propagation des fissures. Donc, il y a une étude, notamment dans le cadre de la thèse de Ahmed El Hajja, où on a modifié différents degrés de humidité et voir un peu les différentes cinétiques de séchage qui ont eu lieu. Bien évidemment, oui, il y a l'effet, cet effet-là, on peut le faire au laboratoire. Il y a d'autres effets qui sont un peu plus complexes à mettre au laboratoire, notamment par exemple le rayonnement du soleil qu'on ne peut pas remplacer. Pour l'instant, nous, c'est plutôt juste la température, mais sans rayonnement. Donc, mais déjà, on essaie d'avoir ce couple-là qui est température et humidité qu'on peut modifier ou fixer pour pouvoir suivre le séchage et sa cinétique en fonction de ce couple température et humidité. D'accord, merci. Là, ça montre vraiment que c'est un problème multidimensionnel. Parce que ne parler que de, par exemple, que de la température, il y a déjà l'intensité, la cinétique de la température en elle-même déjà, par rapport donc à comment va se développer donc cette fissuration. Je vous remercie Rien. donc Merci pour les beaucoup. réponses et puis aussi surtout encore pour une fois pour votre présentation. Monsieur Bailey parle de température parce que en été, les températures qu'ils ont Il les connaît là, très bien. Oui, c'est ça. alors, Tout c'est à pour ça fait. qu'ils s'intéressent à la température. C'est ça. Et un Donc, rayonnement, quand on est à 50 degrés, c'est pas juste 50 degrés comme ça, hein. Le rayonnement, D'accord. il a un effet important. tout à D'accord. fait. Donc c'est vraiment c'est une bonne en fait occasion de pouvoir peut-être garder contact avec tous les auditeurs donc et avec bien sûr le conférencier si jamais il y a par exemple des questions un peu peut-être spéciales s'il y a peut-être des détails qu'on souhaiterait poser. Voilà. J'ai mon adresse mail ici et je suis ouvert s'il y a même des questions après. Donc, il n'y a pas de.
Merci. Bien Voilà. sûr. Merci beaucoup. Et C'est le répondre. but, bien sûr, de ces conférences, de renforcer, d'élargir un peu plus le réseau. Je crois que Monsieur Chami voulait aussi poser une question. Donc, je lui donne la parole à Monsieur Chami. Je ne vois pas son microphone. Je ne sais pas si on va pouvoir l'entendre. Ah, je crois qu'il n'est pas connecté à l'audio quand c'est comme ça. Oui, voilà. Il Monsieur Chami, vous pouvez éventuellement, écrire dans le chat. voilà, tout à fait. Donc, vous pouvez écrire votre question sur la messagerie et on pourra la transmettre là tout de suite. Et en attendant, moi, je vais forcer certaines personnes à dire un mot. Donc, je commencerai par notre ami Ahmed El-Hajjaj. Mais Ouais. je n'ai pas entendu. Bonjour à tous. Alors, ça, Ahmed, tu poses pas de questions. Voilà. s'il Sinon, pose une question, ça va se de toute retourner façon, contre lui. Ahmed, voilà, c'est ça. S'il pose une question, je vais lui dire d'y répondre. Eh ben, dans ma partie, bien sûr, j'ai pas de questions. Par la partie de mon successeur, Olivier Masson, pourquoi vous avez choisi un mélange de 35% de kaolinite et 65% d'enrhénite? C'était un mélange qu'on avait déjà en fait dans les thèses à l'Université de Lorraine qui a été beaucoup étudié. Et donc, on est parti de ce mélange-là. L'idée, c'était de partir sur on va dire, un mélange qui soit un peu gonflant. Et tu sais très bien qu'on l'a utilisé aussi dans le cadre de ta thèse dans l'analyse de la fissuration. Donc, c'était un mélange qui permettait d'avoir déjà des données, en tout cas d'un point de vue cinétique de séchage, d'un point de vue paramètre. Voilà. Et bon, la kaolinite, c'est un peu l'argile gentille. La Exactement. morilonite, c'est pour ramener un peu de Mm. méchanceté de la kaolinite. Voilà. Et on n'en a pas mis beaucoup pour rester un peu dans les limites. Tout à fait. Oui, car en fait, moi, dans ma thèse, je travaillais sur la kaolinite à part et l'enrhénite à part, mais j'ai pas mélangé les deux. Ouais. Donc, mais c'est bon de faire des mélanges pour voir Oui, oui. le flux de la Et molécule. surtout, ce mélange-là, il est, on va dire, voilà, c'est pas très méchant. Ça reste, il y a cette partie de momorionite, mais ça a été fait, c'est plus sur la thèse de Hamad en Lorraine, donc avec Mahdia El-Hattab, et qui avait étudié aussi ces mélanges-là. Donc, c'est dans ce cadre où on s'est dit, on reste sur un mélange qui permet d'avoir quelque chose de. Je Si vous permettez, saisis non, pardon. Je saisis la question de Ahmed, juste pour souligner un point de méthodologie de recherche aussi. Ça, moi, je donne beaucoup d'importance à cet aspect parce qu'il y a des jeunes chercheurs qui sont présents avec nous. En fait, beaucoup de laboratoires de recherche utilisent des argiles industrielles. Par exemple, la kaolinite P300, c'est une argile qui est fabriquée en usine. Donc, Hmm. on peut se demander pourquoi les chercheurs vont travailler sur une argile fabriquée en usine et ils vont pas sur le terrain pour prendre une argile naturelle. Donc, ça, c'est notamment pour la question de la répétabilité, je dirais, de Exactement. la reproductibilité du matériau. Hmm. Parce qu'il y a eu dans l'histoire, je me rappelle à l'école centrale de Paris, dans les années 90, ils ont travaillé sur le limon de Jossigny. Je Hmm. pense que Saïd évoque aussi ce cas souvent. Limon de Jossigny, donc ils sont allés à Jossigny pour prendre de l'argile. Et quand ils en avaient plus, Il y ils avait, repartent chercher du matériau. il y a- Et on n'est pas sûr d'avoir le même matériau parce que tu vas mesurer la limite de liquidité, elle n'est pas tout à fait identique. Hmm. Et après, c'est très compliqué dans l'interprétation, la comparaison Oui, des oui, c'est résultats. ça. Et c'est que c'est bien d'avoir des matériaux référents sur lesquels il n'y aura pas qu'une thèse, mais plusieurs thèses et plusieurs laboratoires, et ça permet d'avoir une richesse d'un point de vue analyse. Tout à fait, tout à fait. Et à chaque fois qu'on a besoin du matériau, ben, on appelle l'usine et on a un sac de Hmm. matériaux
qui est identique. Exactement. Si vous me permettez, c'est juste تفضل تفضل. comme continuité en fait pour la question d'Ahmed. Parce que là, vous avez utilisé, parce que, enfin, j'avais cette question, après, je me suis dit, je vais me retenir. Mais là, puisque vous avez utilisé 35%, est-ce que la solution MICP a déjà donné de résultats pour la kaolinite à 100%? C'est pour cette raison que vous avez passé à l'étape d'avoir une argile un peu méchante pour pouvoir avoir un gonflement, du coup, un retrait euh, un grand trait et beaucoup de fissuration. Ou c'est juste une tentation de faire le Bon. mélange. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est déjà valable pour la kaolinite pour pouvoir passer à une argile gonflante Oui, en c'est mélange? en réalité là j'ai montré uniquement les résultats sur la partie renforcement ou amélioration des propriétés. Après, voilà, il y a encore des petits problèmes, comme toujours dans la recherche, notamment si je reviens à la partie analyse, surtout par FTIR, on voit qu'il y a du résidu de l'acétate de calcium qui n'est pas très bon quand on est en phase de séchage. En fait, qui va générer euh, qui ne va pas laisser le matériau bien se tenir, en tout cas. Et donc, ce n'est pas très efficace à ce moment-là, même si il y a une amélioration des propriétés, mais avec le séchage, en réalité, le matériau n'est pas meilleur traité que non traité. Donc, pour le moment, il reste encore un travail sur l'optimisation de comment traiter le matériau pour que, en réalité, il reste quasiment plus de résidus et qu'on a uniquement la partie précipitée. Et pour la question donc de pourquoi ce mélange-là, le mélange, en fait, c'est plutôt sur les propriétés, l'amélioration des propriétés mécaniques. Donc, on a pu observer que ça s'améliorait pour la kaolinite. Et à un moment donné, on s'était dit, bah, il faut tester quand même une autre argile pour ne pas rester juste sur la kaolinite P300, mais rajouter quelque chose. On a fait, je pense, sur la momorionite, mais on était limité également parce qu'on ne pouvait pas aller sur les essais à compression simple, notamment, parce que c'était des matériaux, voilà, on ne pouvait pas faire à faible teneur. Donc, on est resté sur cette partie-là et qui rejoint également parce qu'on a, ce qui n'est pas montré aussi dans ces résultats-là, on s'intéresse également sur la réduction du gonflement. Voilà. Et cette réduction, on voulait prendre un matériau qui gonflait un petit peu pour voir est-ce que le traitement réduisait le gonflement. Et pour ne pas prendre la momorionite qui gonfle énormément, donc on a pris ce mélange-là qui permet de gonfler un petit peu, donc beaucoup plus que la kaolinite en tout cas, et pour voir vraiment est-ce que le traitement permet de réduire le gonflement ou pas. Voilà, pour être un peu plus D'accord. complet. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Olivier Maston maintenant. Olivier, il se cache, hein. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, oui, non, enfin, j'ai levé la main. Enfin, voilà, c'était pour répondre aussi en même temps à la question, parce que forcément, Ah bah oui, ça me voilà, concerne tu aussi. peux. Tu as vu, hein, il pouvait me sauver, mais Mais pas besoin. non, non, mais tu peux y aller, hein. Si j'ai oublié quelque chose, et plus. Non, mais enfin, globalement, c'est ça, en fait. C'est vrai on n'a pas fait les choses au hasard. En fait, on a vraiment suivi un schéma précis, hein. C'est-à-dire que, tout d'abord, en parlant comment dire, du temps de cure, eh bien, on a observé l'augmentation de la cohésion pour un même traitement en fonction du temps. Et c'est ce qui nous a permis, en fait, de définir comment dire, le temps de cisaillement de notre échantillon. C'est-à-dire qu'en fait, on le prépare 3 jours en amont, puis ensuite, eh bien, on va le cisailler pour définir sa cohésion, parce que à partir de, en fait, 3 jours, même avant, en réalité, on a une stabilisation totale de cette cohésion. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on cherche à définir la cohésion maximale. Et donc, enfin, voilà, c'est tout ça pour dire que on a fixé le temps, ensuite on s'est intéressé à la kaolinite, et puis effectivement, quand on a obtenu tous ces résultats
plutôt prometteur, eh bien, on a commencé à essayer ce traitement MICP sur des mélanges. Donc, notamment plus méchants, comme on l'a dit, avec la montmorillonite. Et comme l'a dit Tariq, ce qui est intéressant, c'est qu'on se mélange, en fait, il nous sert pas uniquement que pour mesurer cette cohésion, comment dire, dans des conditions de séchage nulles, mais aussi pour voilà, observer le gonflement dans d'autres types d'essais ou même le retrait et la fissuration. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Olivier, pour ce complément. Donc, au moins, là, on a toutes les personnes qui ont contribué Oui, et ça oui. permet donc de garder le contact par la suite avec l'ensemble des jeunes chercheurs du réseau. Il y a Yassine Euh, qui oui, a. tout à fait. Monsieur Saïl, vous avez la parole. Merci. Donc, je tiens d'abord donc à remercier donc le conférencier pour cette présentation donc très intéressante. Moi, j'ai une question en fait par rapport au dispositif expérimental où il y a en fait les caméras donc 2D, 3D, donc la balance. Ouais. Donc, vous intéressez donc à la cinétique d'évolution donc de la fissuration. Donc, je voudrais savoir ici, est-ce que vous faites là, il y a des capteurs qui sont liés donc à une centrale d'acquisition qui elle-même est liée à un PC. Est-ce que vous faites donc le pilotage et l'acquisition de données ou seulement l'acquisition des données? Le pilotage, c'est-à-dire, j'ai pas compris la. C'est-à-dire donc vous pouvez piloter certains capteurs, par exemple, par exemple, je vois les lampes néons, par exemple, est-ce qu'ils sont toujours allumés? Est-ce que vous les pilotez, c'est-à-dire vous les allumez Non, et je vous les éteignez juste après, donc avec une certaine ne fréquence? Non, non, pour le moment, en fait, c'est plutôt une acquisition. Les caméras sont. En réalité, on essaie d'avoir un mode de séchage uniforme. Donc, quand on est ou bien à une température contrôlée, humidité contrôlée, et pareil, en fait, la méthodologie de capteur ici, c'est de l'acquisition. Mais bien sûr, ça passe par beaucoup de traitements de données. Donc, ça, Ahmed pourra pourra, euh, pourra y répondre, mais ça passe, il y a beaucoup d'analyses, de traitement de données après. En fait, les images brutes, on peut les avoir d'une manière instantanée au bout de quelques jours, mais après, pour faire toute l'analyse et dégager un peu tous les mécanismes qui ont eu lieu et les phases qui ont conduit à la fissuration, ça, c'est un travail très chronophage et très fastidieux. C'est la même chose par rapport aux capteurs ou jauges de déformation. En fait, j'ai montré ici un peu tout le dispositif, mais une fois qu'on a maîtrisé en fait tous ces aspects-là et qu'on a fait le calibrage qui a nécessité beaucoup de travail également, on arrive à obtenir directement l'évolution, en tout cas, par exemple, pas directement cette contrainte, mais en tout cas la déformation qui permet de calculer cette contrainte. Donc, on arrive à obtenir la courbe directement. Voilà. D'accord, merci. Donc, par rapport au temps d'acquisition, c'est-à-dire quand il s'agit généralement d'un phénomène qui prend beaucoup de temps, le temps d'acquisition, donc, il peut être conséquent. Mais dès que, par exemple, la fissure, donc, l'arrivée de la fissure est imminente, on peut augmenter donc le temps d'acquisition, la fréquence d'acquisition. Est-ce que vous avez un ordre de grandeur du temps d'acquisition des Ouais. données en Ici, minutes? sur cet exemple-là, ça dépend de beaucoup de paramètres. Ça, voilà, parce que ça dépend de la température, de la teneur en eau initiale, de l'humidité relative qui est mise et de l'épaisseur aussi de l'échantillon. Mais en général, on est sur une semaine à peu près, une dizaine de jours maximum, je pense. C'est ça, Ahmed, hein? Une dizaine de jours en général. C'est quelques jours. Ça peut être 5 jours jusqu'à 10 jours à peu près. Et après, bien sûr, une fois, en fait, on gère parce que cette corrélation d'image, elle se fait image par image. Donc, on peut gérer. Le seul souci quand on met un pas de temps très petit,
c'est d'avoir une quantité de données énorme. Et donc, il faut juste avoir de l'espace pour stocker ces données-là et pour pouvoir les traiter. Il y a aussi une différence en fait entre deux façons de faire la corrélation d'image, ou bien la corrélation d'image qui se fait image par image, ou bien une corrélation qui se fait par rapport à l'image initiale. Et donc, sur ces deux méthodes, on peut changer au fur et à mesure le pas de temps ou on ne peut pas le changer. Parce que si on le change, ben on change le décalage par rapport à l'image initiale. Donc, il y a ces deux choses à prendre en compte, en tout cas quand on fait ces analyses d'image. D'accord, merci. Et j'ai une autre question. Vous avez utilisé la kaolinite et la momorionite, qui est une argile donc très gonflante. Oui. Est-ce que j'ai pas vu donc de valeur de VB, donc volume au bleu, ou bien l'indice de plasticité? Ouais, je les ai pas mises, mais voilà, je sais que on pourrait, je pourrais vous envoyer un peu tout si ça vous intéresse. On pourra vous envoyer on a un tableau qui récapitule un peu tous les essais, notamment Intéressant. la plasticité, granulo et tout quoi. Mhm. Donc, il n'y aura pas de souci. D'accord. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, je crois qu'on arrive un peu au terme de On cette. va donner la parole quand même à Saïd, non? Il est Saïd est là. Ah, j'ai pas vu ça parce qu'il ne l'avait pas vu. déconnecté. D'accord. Bien sûr, bien sûr. Saïd, marhaban. Tu es le bienvenu. Hélène, bonjour à tous. Je suis désolé, j'étais en réunion juste avant et qui se termine un peu tard, donc c'est pour ça que j'ai pas pu être là. Euh, je voulais juste saluer toute la communauté INSAT DZ qui est présente à ce type de conférence. Et j'espère que, enfin, ce type de conférence va prendre de l'ampleur. Les sujets qui sont abordés sont des sujets en général de recherche de pointe et j'encourage très sincèrement les collègues chercheurs en particulier de se rapprocher éventuellement du comité d'organisation de ces conférences-là à travers professeur Nabil Aboubakar mais aussi docteur Selima Bouchmella qui anime un petit peu ces conférences-là pour éventuellement s'inscrire parce que c'est un espace de partage, d'échange et d'enrichissement mutuel. C'est très important d'enrichissement mutuel. C'est comme ça que les collaborations, les échanges se font. C'est-à-dire, c'est à partir de là que les relations se nouent entre les équipes et ça permet de lancer des sujets communs, partager le savoir faire des échanges de doctorants, co-encadrer des thèses, co-diriger éventuellement des travaux, répondre à des appels à projets à travers éventuellement ce type de conférences où les gens apprennent à se connaître. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie pour le réseau INSAT-DZ d'avoir donné l'opportunité effectivement de rassembler autant de collègues spécialisés dans un domaine pour partager leur savoir autour d'une thématique centrée sur les sols non saturés. Donc, on est très pointu là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Saïd. J'avais dit tout à l'heure que l'Université du Havre a été toujours très proche de ce réseau. Elle est même cofondatrice de ce réseau. Effectivement, donc ces conférences online qui ont été initiées par l'actuel comité de pilotage du réseau qui est présidé par Dr Mustafa Bailey. En fait, on essaye de maintenir une fréquence d'une conférence par mois. Ceci dit, pour le mois de décembre, et là je voudrais faire une annonce, je dirais, publicitaire. Pour le mois de décembre, ça ne va pas être une conférence, mais un webinaire où on va donner la parole aux doctorants. Ça va se passer donc le 20 décembre, le mercredi 20 décembre à 14 heures. Vous recevrez encore la plaquette de ce webinaire dans les prochains jours avec le lien de connexion, etc. Donc, on donnera la parole aux doctorants. Donc, il y aura 3 doctorants
qui vont venir présenter leurs travaux bruts, c'est-à-dire en quelque sorte leur état d'avancement. Et on aura parmi nous aussi bien des doctorants, mais aussi des chercheurs confirmés qui viendront assister à ces présentations aussi pour enrichir les débats, pour avoir aussi des regards externes par rapport à ces travaux qui sont en cours. Et je pense que c'est ce sera une première expérience en Algérie. Et j'espère que ce sera enrichissant, notamment pour les doctorants. Donc, on fera cette première expérience et on essaiera, Inch'Allah, de l'élargir par la suite. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre patience. Je remercie encore notre ami Tariq pour sa belle conférence et pour avoir bien voulu partager avec nous les derniers résultats. Je dirais ce sont des résultats peut-être pour certains encore chauds. Partager avec nous ces résultats sur un sujet d'actualité et un sujet donc très important qui intéresse de plus en plus d'équipes de recherche qui travaillent sur les sons non saturés. Merci beaucoup et à la prochaine rencontre, Inch'Allah. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci. Merci à beaucoup. tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt.